Bonjour à tous. Là, on va commencer notre thème d'aujourd'hui, les projets collaboratifs en BIM. Alors, je vais me présenter. Donc, Yassine Younsi, je suis architecte de formation. Autrement, chez Gretec, je suis BIM manager parfois auprès de notre clientèle, bon, puisque les rôles peuvent changer d'un projet à l'autre. BIM consultant, j'accompagne notre clientèle pour la méthodologie BIM en interne d'abord, et après, éventuellement, sur les projets collaboratifs, suivant les projets qui arrivent au fur et à mesure dans les agences. Alors, je vais présenter ce thème en 4 points. Comment analyser sa maturité BIM, donc en tant qu'entreprise. Comment organiser son projet BIM avec son équipe, donc en interne, au sein d'une agence, donc au sein d'un métier. Comment organiser son projet BIM entre métiers, donc là on parle justement de BIM collaboratif. Et comment partager les données de sa maquette, puisque c'est toute la partie finalement collaborative en BIM. C'est toutes les questions qu'on se pose dès qu'on doit amorcer des projets dans ce cadre. Alors, je vais juste, comme j'ai démarré légèrement avant, je vérifie quand même que je laisse personne à la porte. Donc, c'est bon. Alors, comment analyser sa maturité BIM? Donc, finalement, c'est connaître ses critères, les critères pour savoir se positionner, ne serait-ce pour dire, OK, pour pouvoir participer dans un projet BIM avec les attentes du client, les attentes du maître d'ouvrage. Donc, est-ce on a les outils pour pouvoir y accéder? Voilà. Donc, on a un cadre de l'audit. C'est un audit qui peut être fait, ça peut être un audit externe. Et la maturité adaptée aux spécificités. Donc là, c'est effectivement, suivant les métiers dans lesquels on est, donc les modèles de maturité sont différents. Est-ce que je suis une agence d'architecture, un bureau d'études structure ou une entreprise? Voilà, donc en fonction de son métier, on doit recalibrer un petit peu cette analyse, enfin cet audit. Alors, je déploie justement cette analyse, ce qu'on doit passer en revue, savoir déjà comment on fonctionne en interne. Il y a l'organisation BIM de l'entreprise. En fonction des entreprises, il peut y avoir donc, est-ce que l'administration ou la direction pousse le BIM ou pas? Donc ça, c'est important de savoir donc, dans quel cadre on est en interne et pour savoir qu'est-ce qui va se mettre en place au fur et à mesure. Donc la vision BIM de l'agence, elle est importante. L'objectif à court terme, donc il est rare qu'aujourd'hui on soit vierge en BIM, donc qu'on fasse du BIM collaboratif en BIM 2 ou en BIM 1. Je pense que tout le monde a dû être confronté au moins dans des projets BIM. Donc du coup, en interne, c'est vrai que bon, ça implique des méthodes, ça implique une autre organisation des équipes. Donc comment ça a été planifié, comment c'est planifié ou comment ça sera planifié, donc à court, à moyen terme, et comment on intègre justement ces nouvelles méthodes de travail. Donc le support de la direction, les points de fonctionnement, donc lors de l'analyse, il faudrait vérifier par rapport à une méthode actuelle, qu'est-ce qu'on peut garder dans le fonctionnement et qu'est-ce qu'on doit améliorer ou complètement changer pour pouvoir être dans cette méthodologie BIM. Donc les services impactés, il ne faut pas penser que c'est juste la partie conception si on est en agence d'architecture ou la partie graphique uniquement. Il y a un impact un peu plus large que ça, puisque dans le BIM, on gère des données, on gère des quantités.
Donc voilà, c'est un peu plus large que le simple graphisme. Les moyens d'information aux équipes, donc même si en interne, on s'est donné le choix d'avancer en BIM et de mettre en place des outils et de définir des méthodes, comment on diffuse ces informations à toute l'équipe? Bon, évidemment, ça dépend des agences, la taille des agences, mais bon, dès qu'on commence à être une quinzaine, il faudrait que tout le monde soit informé de la même façon pour rester dans des mêmes méthodologies d'approche et des mêmes évolutions. Donc voilà, donc ça c'est l'organisation BIM de l'entreprise. L'infrastructure, donc si on a fait le choix d'être en BIM, c'est bien, mais après, l'infrastructure, il faut qu'elle suive. Ça peut être des problèmes de réseau, des problèmes de logiciels, ou une succession de logiciels qui fait que qu'entre les logiciels, il n'y a pas d'interopérabilité facile et optimisée. Donc voilà, il y a parfois à réfléchir sur les logiciels utilisés en interne pour dire, OK, en fonction de la panoplie de logiciels sur lesquels on est, il faudrait qu'on ait une méthode de fonctionnement entre ces différents logiciels. Ça dépend des approches. Est-ce que j'ai besoin que d'un modeleur? Est-ce que j'ai besoin de, si je suis en structure, les logiciels de calcul? Est-ce que je vais pouvoir récupérer la maquette modélisée sur Revit ou autre? Voilà. Donc ça, l'infrastructure est importante. Il ne faut pas que ce soit un frein. Ensuite, l'expérience et la formation des collaborateurs. Alors effectivement, on arrive tous d'horizons différents puisque bon, tout le monde a son vécu, son historique, peut-être le passage de différentes entreprises, différentes agences. Voilà, donc il faut réaligner tout ça et avoir des compétences qui font qu'il n'y ait pas de trou dans la continuité de cette méthode BIM et dans la continuité du projet surtout, peu importe la phase dans laquelle on se trouve. Donc après, il y a une méthodologie BIM interne. Donc on doit, si on avance dans les usages BIM, même si on n'a pas de demande externe, c'est un premier point, c'est un premier pas à faire, de définir une façon de travailler en interne avec ses propres problématiques par rapport à un métier donné. Alors je prends un exemple, je suis architecte, j'ai besoin de connaître systématiquement dans mes projets la gestion des surfaces, les quantités des menuiseries, voilà, un certain nombre de choses. Donc je vais déjà mettre en place en interne une méthodologie de travail par rapport à une phase donnée de projet entre l'esquisse, la PS, le pro et l'exé, de telle manière à ce que quand mon projet passe d'une équipe à une autre, suivant la taille de l'agence dans laquelle je me trouve, je sais que la méthodologie sera la même. Pourquoi? Parce que les choix ont été faits au préalable et c'est ce qui convient à cette entreprise. Donc voilà, il y a une méthodologie BIM interne à gérer, donc avec ses usages internes et les procédures internes, processus internes qui elles-mêmes évoluent. Elles évoluent par l'expérience de l'entreprise déjà. Elles peuvent évoluer par l'évolution aussi des logiciels, hein, qui à chaque fois apportent un petit plus d'une version à une autre. Connaissance du BIM, oui, connaissance du BIM du personnel. Donc, est-ce que les personnes sont formées? Elles ont été formées? Est-ce qu'elles ont été formées sur le tas? Voilà, donc ça, c'est intéressant pour pas avoir des pratiques différentes. Il suffit qu'on ait des pratiques différentes pour que, au moment où une personne vienne rejoindre une équipe pour continuer à travailler, on peut commencer à mettre des désordres dans les maquettes, dans le sens où on n'aborde pas de la même façon la même problématique. Voilà, donc ça, c'est important de se bien s'aligner dessus. Bon, et tout ça, donc pour mettre ça en place, effectivement, on peut déjà commencer à analyser en interne les documents types que l'on doit, pour dire, on part de la finalité, des livrables, pour dire, bon, qu'est-ce que je vais mettre dans mes outils de travail, dans ma méthodologie. Donc voilà, ça c'est un des points, comment analyser sa maturité positionnée. Alors, comment organiser son projet BIM avec son équipe? Donc là, je pourrais définir des explications et des points internes, ce qu'on met en place, nous, déjà, en tant qu'architectes dans les agences.
mais là, je vais prendre plutôt par des exemples de projets, bon, de dates différentes, des exemples de projets où je trouvais relativement intéressant pour justement parler de ce point, l'organisation interne de l'équipe. Alors ça, c'est un projet qui commence à dater, hein, le projet de Lascaux 4, de la grotte de Lascaux. Donc c'est un projet qui a une dizaine d'années, hein, de 2013. On avait intervenu en phase APS avec les équipes la maîtrise d'œuvre. Donc là, je vais parler de deux maquettes principales sur ce projet-là. La maquette de l'agence Noeta, architecte, et de Kefren Ingénierie pour la partie structure. Alors, bon, le projet, il est déjà inauguré, hein. Il a été inauguré en 2016. Bon, il a été, si je reprends un peu l'historique de ce projet, il y avait l'ASCO 2 déjà qui a été fait. Là, c'était pour éviter que la grotte s'abîme un peu plus par rapport au nombre de visites. Donc, il y a eu un facsimilé de la grotte qui a été fait dans ce cadre de ce projet. Donc, le maître d'ouvrage, donc c'était le conseil départemental de la Dordogne. Le maître d'œuvre, Snoeta Architecte. BET Structure, Kefren Ingénierie. Et bon, on a eu l'accompagnement en phase APS, Gretec Lineis à l'époque. Alors, je vais parler du modèle de... On se parle modèle de l'architecte. On va parler du découpage du projet, de la grotte elle-même, qui est déjà un point particulier de comment l'intégrer dans le processus BIM, et des différents liens, des différents fichiers, de l'interopérabilité justement entre les différents logiciels utilisés à ce moment-là. Alors, le projet, il est assez complexe, hein, géométriquement, hein, donc là, même si peut-être dans l'image, on ne voit pas grand-chose, parce que c'est vrai que la moitié du projet est déjà empiré, donc c'était déjà une première contrainte. La grotte, elle n'est pas visible, puisque bon, là aussi, c'est une partie du projet enterré, mais on va les découvrir. Donc voilà, il y avait cette spécificité de ce projet qui était la grotte, comment modéliser la grotte, et comment modéliser ces formes complexes, sachant qu'à l'époque, l'agence Noeta, elle était plus sur des logiciels de modélisation, vu leur projet. Donc, ils ont aussi travaillé avec Rhino, avec Revit, avec AutoCAD. Voilà, donc ça faisait quand même pas mal de logiciels mis en scène pour ce même projet. Alors ici, ce qu'on peut voir, donc à gauche, en haut à gauche, bon, vous avez l'image justement donc spécifique donc c'est dans Revit, où on a regroupé des modélisations de logiciels différents. Alors, je prends la belvédère, donc l'image qui est au centre, on a l'impression que c'est des rails, alors que c'est la belvédère qui longe un chemin extérieur au projet. C'était en fichier SAT, donc vu la forme, ils ont préféré le modéliser sur AutoCAD. On a quand même un bon modeleur dans AutoCAD pour ce type d'éléments. Peut-être, bon, dans leur pratique, ils étaient peut-être aussi plus à l'aise. Donc il y avait cette belvédère, uniquement cette belvédère qui a été modélisée en 3D. Et il fallait communiquer avec Revit, puisque le projet devait être fait en BIM après. Et donc, via le format SAT, donc, on a pu récupérer cette famille. Alors, entre les solutions qui ont été faites, je mets une parenthèse, entre les solutions qu'il y a eu là, en 2013 et aujourd'hui, elles seraient peut-être différentes, parce qu'entre-temps, les logiciels ont évolué, les formats pris en charge dans les logiciels se sont élargis, donc ça aurait été plus fluide aujourd'hui. Après, vous avez la grotte, toute la partie de la grotte, il fallait la scanner, la mailler et l'utiliser. Donc, c'était devenu un fichier DWG. J'en parlerai un peu plus loin. Ici, vous avez un plan avec la découpe, l'organisation interne de la maquette. Là, on est dans le cas de Revit.
en BIM. Et donc, chaque sous-projet correspondait à un service, donc entre l'administration, la partie publique, l'accueil au public, la partie grotte. Voilà. Ici, on a une modélisation assez complexe qui est où il y a des murs en fruits, en biais. Voilà, donc, il y a des points particuliers dans ce projet qui étaient intéressants de soulever. Et à droite, c'était la modélisation du terrain qui avait été. Rhino avait été préféré à cette époque à Revit. Donc, sachant que bon, pour le terrain, je pense que on peut discuter. Parce qu'on a même si les outils de terrain de Revit permettent pas de tout faire, ça aurait permis de faire ce qui devait être intégré dans ce projet pour cette phase donnée. Alors, la grotte, c'est un des points principaux, bien sûr. Il a fallu la scanner, donc toute la grotte, la scanner complètement. Ensuite, la mailler, donc pour pouvoir la vectoriser et pour pouvoir se retrouver avec un fichier vectoriel. L'intérêt, évidemment, de se retrouver avec un fichier vectoriel, bon, ben, ça rentre dans le processus BIM. Et bon, c'est surtout le travail qu'il y avait après à faire, qui était la découpe par panneau, hein. Donc après, il y avait une entreprise spécialisée qui devait venir pour récupérer, suivant les tableaux de la grotte, générer des panneaux découpés donc, par panneau pour pouvoir remonter cette grotte par une succession de panneaux. Alors peut-être vous ne le voyez pas trop bien, là, c'est au milieu que ça se passe, au milieu en haut. Vous voyez un certain nombre de sections. Donc on voit ou on aperçoit, je ne sais pas, ça dépend de la qualité de l'image, une structure qui vient récupérer donc ces panneaux accrochés de côté extérieur, bien sûr. Voilà, donc on a toute la structure de la grotte qui reste indépendante. Vous la voyez en plan à gauche et vous voyez un certain nombre de sections en bas au milieu. Donc c'est là, qu'est-ce qui a été utilisé en dehors du scan 3D? Bon, ce qu'on appelle la photogrammétrie. Donc on récupère des scans, on les vectorise et pour pouvoir ensuite les récupérer en 3D. Alors, je ne sais pas si vous avez eu un certain nombre de pratiques sur les scans. Dans les produits Autodesk, vous avez Recap Pro qui peut ouvrir des fichiers scan pour les retraiter ou les redécouper. Il y a la Reality Capture. Voilà, il y a un certain nombre de produits sur le marché pour pouvoir gérer ces fichiers donc scannés en points. Mais là, on voulait aller un peu plus loin que le point, donc il a fallu les transformer en maillage 3D. Et bon, oui, pour le reste du projet, non, c'est autre chose. Alors, là, on a la structure, donc la maquette de structure. Donc là, la maquette de structure, pour les problématiques internes, donc c'était un peu plus classique. Il n'y avait que Revit qui était intégré comme pardon, comme logiciel de modélisation. Après, il y avait Robot pour le calcul de structure, c'était indépendant. Donc le découpage du projet n'était pas identique à celui des architectes. Ça a été plus par rapport, on va me dire c'est plus logique pour la structure, par rapport aux différents joints de dilatation du projet, puisque la problématique pour eux, c'était plus la charge due aux terres qui étaient au-dessus du projet, puisque toute la partie là que vous voyez en bas à droite, qui est le projet, mis à part la belvédère qui se trouve tout à fait devant, le petit arc de cercle là, qui était la belvédère, donc une circulation piétonne, tout le reste c'était sous le versant de terre. Donc il y avait une surcharge de terre au-dessus. Et la problématique du bureau d'études, c'était ce calcul de surcharge, donc pour avoir un minimum de terre et donc minimiser le coût de ce projet. Voilà, donc ils ont préféré découper par leur maquette en sous-projet,
suivant les joints de dilatation. C'est le découpage que vous voyez là, au-dessus avec les lignes bleues. Donc, c'est autant de sous-projets pour pouvoir avoir des quantités par zone et pouvoir mieux affiner leur calcul et leur coût. Donc ici, vous avez la grotte, bon, qui, avec cette fois-ci, on voit peut-être un peu mieux en bas à gauche la structure qui vient récupérer les panneaux suspendus à celle-ci. Vous avez quelques images donc au milieu qui représentent des profils de poutres en treillis avec des formes assez particulières, justement pour aller chercher la forme générée par le projet, donc par l'architecte, et pour pouvoir avoir un minimum de terre végétale au-dessus, bon, et ne pas avoir cette surcharge. Donc c'est pour ça que vous avez des profilés métalliques assez complexes. À droite, vous avez une autre image de la maquette de structure avec les différentes zones que dont je vous parlais, les sous-projets. Donc là, voilà, donc non seulement en interne, les deux métiers avaient des problématiques spécifiques, mais après, bon, voilà, il fallait collaborer entre les deux. Et c'est ce on peut peut-être l'apercevoir sur une des images centrales où on a les deux maquettes de structure et d'architecture, ce qui permettait à la structure de s'adapter au mieux aux formes que proposait l'architecte et la végétation qui était qui était définie au-dessus, puisque toute la partie que vous voyez, ce que je vous disais, elle était enterrée. Voilà, donc ça c'était pour un projet avec les problématiques internes à chaque métier. Alors, comment organiser son projet en BIM entre métiers? Donc, là aussi, je vais passer sur un autre exemple de projet. Donc, c'est pour ça que si vous amorcez, vous démarrez en BIM ou vous êtes en cours d'évolution en BIM, c'est bien de dire, OK, j'ai déjà une méthode interne que j'ai bien appliquée, que j'ai su appliquer et qui fonctionne, avant de parler de BIM collaboratif et pouvoir fonctionner avec les autres. C'est important dans le sens où chaque métier a ses propres contraintes. Et au moment où vous faites du BIM collaboratif, première chose qu'il y a, et très souvent, il y a une première réunion BIM pour donner les contraintes du maître d'ouvrage via un BIM manager, si ça dépend des tailles de projet et comment des missions qui ont été passées. Donc là, à partir du moment où on est en BIM collaboratif, on a ces contraintes venues de l'extérieur, mais on a nos propres contraintes qu'il faut diffuser aux autres personnes pour pouvoir continuer à communiquer et à travailler d'une manière assez fluide. Ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est vraiment c'est la fusion de ces différents éléments qui fait que le projet en collaboratif sera fluide ou pas, hein. Donc, tout le dialogue euh, euh, est à mettre en place assez tôt, hein, et ces objectifs BIM de chacun, au-delà des objectifs du maître d'ouvrage, pour mettre tout ça dans la convention BIM au plus tôt et pour pouvoir mettre des méthodes en place, ce qui cette fois, elles sont un peu plus complexes, puisqu'on est plusieurs à travailler sur le même projet, bien sûr. Alors, donc là, pour ça, je pars sur un autre exemple. C'est un projet de bureau à Issy-les-Moulineaux. Donc, c'est une restructuration lourde de 30 000 mètres carrés. Donc, l'architecte, c'était l'agence Béchu Associés. Le bureau d'études façade des DVD. Ah, tiens, je peux le mettre sur une autre image. Le maître d'ouvrage Bouygues Immobilier. Alors, le BUT de structure, c'était Gessiba. Comme je vous disais, le BUT de façade des VVD et pour les fluides Ingérop. Donc, il y avait un peu plus de monde pour ce projet et très tôt.
très tôt, parce que Bouygues Immobilier avait imposé que ces différents intervenants, il y en avait d'autres bien sûr, mais j'ai pris ceux où on avait déjà une maquette au stade de l'APS. Donc dès le stade de l'APS, on avait déjà une maquette pour ces différents intervenants. Donc c'est là où on comprend bien que la collaboration entre les métiers, il vaut mieux que ce soit bien clair au départ, qui doit quoi, qui est responsable de quoi et comment on transmet sa maquette aux autres pour qu'elle soit exploitable pour les autres métiers. Alors, si je parle un peu du projet avant, eh bien c'était 38 000 m² de surface plancher avec un budget d'environ de 92 millions d'euros. Voilà, donc nous, en tant qu'Agritech, nous, on a suivi l'accompagnement. Alors cette fois-ci, on est passé d'une équipe à l'autre. On a commencé avec GESIBA, la maquette de structure. Je vous dirai pourquoi elle était importante à ce stade. Ensuite, l'agence Béchu Architecte aussi. Et le DVD aussi, on les a suivis aussi pour cette maquette. Alors, ici, vous avez les 5 maquettes. Alors, celle qui est en bas à gauche, qui est la maquette des existants. C'est toujours déjà un premier souci, hein. Les existants, quand on est en rénovation, le maître d'ouvrage qui fournit ou pas ses existants et comment comment il les fournit. Est-ce qu'il fournit du 2D? C'est un relevé de géomètre, un relevé de points. Voilà. Donc ça, c'est toujours une petite problématique quand on est en rénovation, parce que bon, on l'a un peu tard, cette maquette. Dans le processus BIM, il arrive un peu tard. Ça peut être un frein ou oui, un frein, puisque très souvent, une fois qu'elle arrive, la maquette, on est obligé de rectifier. Donc si les projets ont avancé dans des phases APS, donc effectivement, ça peut faire mal parce que là, il faut prendre en compte les existants avec le petit delta qui était une approximation au départ. Et sur des gros projets comme ça peut être méchant. Donc voilà, les existants, c'est important et généralement, dans les conventions BIM, c'est des choses, bon, de toute façon, c'est systématiquement demandé par l'architecte, mais bon, après, en fonction du maître d'ouvrage, en fonction des contrats passés, c'est pas des choses qu'on arrive à avoir assez tôt. Voilà. Et il se peut que parfois, on arrive jusqu'à la phase pratiquement PC, finalisée, sans que les relevés précis aient été faits. Donc, ça peut causer problème, surtout tout ce qui est sur la partie programme, sur la partie surface, voilà. Donc ça, c'est un premier point. Ensuite, là, dans ce cadre-là, on avait une maquette d'architecte, celle qui est en haut à gauche, une maquette de structure en haut à droite, une maquette façade au milieu en bas, et à droite, la maquette des fluides MEP, la GEROP. Alors, je vais commencer par la maquette de structure. Elle était importante parce qu'il y avait des études de faisabilité sur la démolition. C'était une rénovation, donc il y avait un taux de démolition maximum à gérer. Donc, la maquette de structure permettait de faire des scénarios de démolition. Dans le cas de ce projet, il y en a eu 8 même, scénarios de démolition, et ça permettait d'associer un coût derrière. Donc, elle a été assez vite importante, ce qui n'est pas classique, je dirais, habituellement. Donc, mais là, le maître d'ouvrage avait imposé d'avoir toutes ces maquettes à la phase APS, même la maquette de façade, ce qui après a pu peut-être causer des problèmes par la suite. Alors ensuite, la maquette architecte, donc l'architecte avait commencé à travailler en n'ayant que des plans des existants, pas de 3D. Donc là aussi, ça a été un frein puisqu'après, une fois la maquette existante, il fallait substituer ces plans qui n'étaient pas tout à fait identiques au relevé de la maquette, peut-être d'une époque différente. Voilà, c'est ce qui peut se passer hein, dans les anciens
d'anciens projets. Et donc pour pouvoir rectifier ces projets. Donc, alors que bon, il y avait des choix qui avaient été faits entre-temps à cette phase APS. La maquette façade, elle est arrivée aussi en phase APS, là aussi en collaboratif. Est-ce que c'est le bon choix? Voilà, c'est une question qu'on peut se poser parce que les choix de l'architecte ne sont pas complètement ficelés. Donc l'aller-retour entre ces deux métiers était important à cette phase-là. L'architecte continuait sa conception, hein. C'est une phase APS, on n'était pas encore en APD, alors que la peau du bâtiment était déjà modélisée par un BET de façade. Voilà. Donc ça aussi, il faut pouvoir communiquer à ce stade-là et d'une manière très fluide, sinon bon, ça peut ralentir encore le processus BIM. Et la maquette des fluides, bon, où je dirais quelque part, on se marche moins, on n'est pas sur les mêmes plates-bandes avec entre l'architecte et la structure, puisqu'on est sur les mêmes entités, entre l'architecte et le bureau d'études façade, puisque c'est tout l'aspect aussi du projet. Donc voilà, les fluides, ce souci, on l'a un peu moins dans la composition des maquettes, même si après, effectivement, dans l'avancement du projet, qu'on arrive en APD ou en phase pro, effectivement, la liaison entre la structure et les fluides est hyper importante pour toutes les réservations, pour le recalcul de la structure si nécessaire, ou la position du second œuvre de l'architecte. Mais voilà, disons que c'est des entités différentes. En collaboratif, c'est pas le plus méchant dans cette gestion. Alors, je suis déjà à la demi-heure. Donc ici, ouais, quelques documents pour représenter le projet. Donc ça, c'est la partie architecture avec les extractions des données relativement assez tôt. La partie structurelle avec les différents scénarios de démolition pour avoir les volumes de démolition et avoir un ratio et pouvoir y mettre un prix derrière. La maquette des fluides, même si c'était une seule maquette, elle a été ventilée en sous-projet par l'eau, hein, puisque c'est des personnes entre l'hydraulique, la plomberie, l'électricité. Donc, mais c'est resté quand même, c'est resté une seule maquette avec ses sous-projets, ce qui permettait quand même une facilité de lecture, parce que c'est parmi, généralement dans le BIM collaboratif, ça fait partie des maquettes les plus lourdes dans les projets. Et on avait la partie d'un cuisiniste. Bon, il y avait quelque chose de spécifique, mais bon, là, ça reste ponctuel. C'est des équipements qui arrivent un peu après. Bon, il peut y avoir des impacts, bien sûr, sur les 3 autres maquettes, je dirais, mais bon, ça reste en taille, ça reste un peu moins. On va rentrer, je laisse. Voilà. Et je vais aborder le dernier point, comment partager les données de ces maquettes. Voilà, donc au-delà de pouvoir communiquer quand on est dans le même logiciel, le même éditeur, souvent on est content parce que c'est beaucoup plus fluide, mais ce n'est pas toujours le cas, donc il va falloir transférer ces données, donc c'est un peu le but du BIM. Donc je vais citer les quelques points. Alors, si c'est des transferts de données par export, ben, on peut penser au fichier Excel, exporter des données de l'IFC, hein, donc c'est un standard donc 3D, l'XML ou d'autres exports en fonction des logiciels. Donc, c'est pas en soi l'export qui, si il n'est pas bidirectionnel, on doit une maquette, hein. Donc, si on fait ça en BIM, c'est pour à un moment donné, dire OK, peut-être je passe en gestion de patrimoine, le logiciel est différent dans la gestion ou en jumeaux numériques. Donc, on doit pouvoir fournir des données d'une certaine façon. C'est ce qui est demandé justement par le maître d'ouvrage dans ces cahiers des charges BIM. C'est un peu le but. Voilà, donc comment transférer ces données ou comment partager ces données dans les maquettes. Donc ça, c'est plus en cours de travail. Alors, aujourd'hui, on est souvent, ce qu'on dit en BIM 2, collaboratif. Chacun a sa propre maquette et on fusionne les maquettes en lien pour pouvoir regarder ce que fait l'autre. Voilà, donc ça, c'est
je dirais, c'est 80% des cas, c'est clair. Mais on commence à voir de plus en plus où on a 2 métiers qui interviennent simultanément sur la même maquette, même si ça pose encore des droits de propriété de la maquette, à qui appartient cette maquette, si on est dans 2 structures différentes. Là, je prends le cas d'un architecte et d'un économiste. On peut avoir, l'économiste qui vient injecter des informations dans des données de la maquette architecte. Ça arrive. De l'architecte et de l'ingénieur de structure, ça pourrait arriver, c'est peut-être un peu moins vrai aujourd'hui parce que bon, comme, la structure a toujours des logiciels de calcul derrière, donc très souvent ça s'externalise. Donc, on reste avec 2 maquettes très souvent. L'architecte et l'architecte d'intérieur, ça peut être, aussi 2 métiers qui travaillent sur la même maquette, donc il faut bien se structurer, mais c'est gérable aussi avec, donc, en cloisonnant bien les éléments, heu, appartenant à l'architecte ou à l'architecte d'intérieur. Voilà, donc il peut y avoir plusieurs options. Alors comment on se les partage? Alors il y a évidemment, il y a toutes les plateformes possibles. Dans le monde d'Autodesk, c'est l'ACC aujourd'hui avec le partage collaboratif, Collaborate Pro. Bon, mais il y a peut-être d'autres solutions après, pour être sur le même document simultanément, quel que soit son lieu de travail. Voilà, donc ça, bon, ça évolue bien au niveau de ces plateformes-là. Alors transfert des données d'Excel, ça peut être un simple export, ça peut être, un export, via des tableaux, les tables de nomenclature dans Revit, ou dans les tableaux d'Archicad aussi. Ça peut être des plugins bidirectionnels si c'est des choses qui doivent évoluer. Les exports IFC, donc aujourd'hui, on arrive à la norme IFC 4, donc en suivant les logiciels, il y en a qui fournissent du 2x3 ou du 4. Là aussi, ça va dépendre ce qu'on doit dans le format du fichier. XML aussi. Et après, ça peut être, si c'est juste la modélisation, on peut avoir des fichiers tels que le SAT, le DWG, le STL et le FBX, l'ODBC pour les bases de données, si c'est pas du fichier Excel, mais je veux récupérer ça, ça peut être sur Access, voilà. Donc, c'est toute cette interopérabilité qui est importante à connaître au plus tôt dans le collaboratif et dans ce qu'on doit remettre au final. Donc partage des données, ouais, ça je l'ai à peu près dit, entre les membres d'une même équipe ou, entre les membres de différentes équipes, ouais, c'est les plateformes. Généralement, aujourd'hui, on travaille dans le cloud, mais pas toujours. Donc après, ça peut être, on peut être asynchrone si on se transfère des maquettes d'une équipe à une autre. Voilà. Donc là, j'ai, ces quelques références, Gretec. On en termine comme ça. Je vous remercie et bonne continuité à vous. Au revoir.